Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette journée organisée par l'ORU Occitanie et dédiée au bed management. On va passer ensemble une journée complète de réflexion avec des tables rondes, avec des présentations. Bien sûr, tout au long de la journée, vous n'hésiterez pas à prendre la parole et vous serez régulièrement sollicité pour interpeller vos collègues, vos confrères, les interroger, partager aussi vos expériences. N'hésitez pas, en tout cas, cette journée, c'est la vôtre. Prenez la parole. Il va y avoir aussi un petit peu d'interactivité, on y reviendra tout à l'heure. Vous serez invité à répondre à quelques questions simples avec votre téléphone portable. Je pense que chacun est équipé d'un téléphone portable ici, donc ça ne devrait pas poser trop de difficultés. Je m'appelle Guillaume Mollaret, je suis journaliste et on m'a demandé d'animer cette journée pour mettre un petit peu d'huile dans les rouages. Et pour démarrer du bon pied, je vais demander à Alicia Malacrida, la directrice de l'ORU Occitanie, de nous rejoindre. Applaudissements. Merci beaucoup Guillaume. Bienvenue à tous déjà en premier lieu. Je suis ravie de vous recevoir. On vous avait réservé quelques petites surprises avec ce changement de dernière minute et bon, vous avez trouvé le chemin, donc c'est parfait. Donc on va attaquer cette journée. Je vais vous raconter le jour où j'ai dit oui. Pas un oui à l'église, pas un oui amoureux, Sandrine, mais un oui institutionnel. On se remet un peu dans l'ambiance. Imaginez un matin d'octobre 2020, là où les premières lueurs du jour accompagnent l'arrivée d'une deuxième déferlante Covid. L'ARS vient de recevoir une directive nationale. Coordonner les bed managers des établissements de premier et second recours. Nom de code, cellule opérationnelle. L'objectif est clair. Assurer une répartition équitable des patients Covid dans les établissements publics et privés, et ce, dans chaque département. La méthode est beaucoup plus floue. Panique dans les couloirs de l'agence. Qui, quoi, où, comment? Beau parti recherche partenaire rapidement disponible pour mariage arrangé. L'ARS cible rapidement l'ORU Occitanie comme dulciné potentiel, d'autant qu'un rapprochement lors de la première vague avait fait naître des sentiments prometteurs. Avant de connaître sa réponse, regardons de plus près qui elle est. Donc, l'ORU Occitanie est un partenaire historique de l'ARS. Neutre, la promise représente public et privé. Compétente, elle est également le concentrateur de données régionales. Résumé de passage aux urgences, Covid, dispo des lits, dossier de régulation, mais pas encore de compétences de bed management. Alors je ne sais pas si c'est le goût du risque ou une naïveté exacerbée, mais ma réponse a été sans appel, ça a été un grand oui. Oui au défi, oui à l'action, oui au pragmatisme et oui pour montrer de quoi mon équipe est capable. Et quelle lune de miel! 15 jours pour cibler des partenaires et identifier des bed managers, 15 jours pour organiser des réunions, 15 jours pour construire des tableaux de bord au fil des retours du terrain, 15 jours pour former les DD aux outils de pilotage. Et à la fin du voyage de noces, c'est une méthode validée par l'ensemble des établissements et des fédérations. Et c'est un outil qui permet à tous les établissements publics et privés de s'engager 7 jours à l'avance sur le nombre de patients Covid qu'ils peuvent prendre en soin. C'est une centralisation des infos avec les places SMR et les capacités HAD en prime, une réussite. Alors on n'a pas attendu que la passion s'étiole et profitant d'une accalmie entre deux vagues, nous avons construit la déclinaison de ce dispo pour la gestion hors crise. Dispositif sur la région entière avec 12 recrutements de coordinateurs territoriaux pilotés par un animateur régional et le développement d'un outil adapté à la recherche de places d'hospitalisation MCO. Ce sera cette fois un grand oui de l'ARS et le renouvellement des vœux. Les clés d'un mariage réussi. Tout construire à partir des besoins du terrain, les compétences et la réactivité de l'équipe de l'ORU, une vision et une cible claires et une motivation collective et non individuelle. Et pour entretenir le couple, on s'adapte à chaque territoire, on mutualise les actions, on reste pragmatique et on met le paquet sur l'aval et l'aval de l'aval. On met à disposition des établissements et de la ville un applicatif de recherche de places d'hospitalisation et un outil d'autodiag des établissements en bed management, l'indice de maturité. Et enfin, on évalue tout ça avec le concours de la NAP. Mais qu'en pense mon jeune époux?
fêterons-nous les noces de froment? Bon, je vous remercie. C'était pour, avant de donner la parole à mon tendre et cher, c'était pour vous remettre un petit peu dans le contexte et pourquoi aujourd'hui c'est l'ORU qui organise une journée autour du bed management. Comment c'est entré finalement chez nous? Merci Alicia. Alors, tu as dit mariage arrangé, mariage forcé, est-ce que ça peut forcément être heureux? Alors, il n'était pas forcé, il n'était pas arrangé. Certes, ça ne s'est pas bousculé au portillon pour travailler avec l'agence. Hein. Généralement, quand on dit on est l'agence régionale de santé, on va vous présenter peut-être d'abord Benoît Ricola-Rose, directeur adjoint du premier recours à l'ARS. Voilà. Donc, ça ne se bousculait pas. Et puis, l'ORU était quand même bon parti. Il y avait des choses qui se faisaient très bien. Et l'ORU aussi avait besoin d'attention, de reconnaissance. Et donc, nous aussi, on était un bon parti pour l'ORU. Donc, ce n'était pas un mariage arrangé ni un mariage forcé. Donc, en ce sens, ça pouvait être heureux. Après, on est comblé comme dans un mariage, il faut que chacun trouve son compte. Et c'est une alliance où on doit chacun trouver notre compte. Et on voit tous les projets qu'il y a devant. Et les projets qu'il y a devant, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les projets qu'il y a devant, c'est surtout tout ce qui se passe dans les établissements en termes de bed management. En tout cas, côté agence, on en est convaincu. L'équipe de l'ORU aussi. Le but du travail avec l'ORU, c'est de mettre de l'huile dans les rouages, d'essayer que la coordination se fasse bien. Mais la coordination, elle ne marche pas s'il n'y a pas d'établissement, s'il n'y a pas de patients aussi derrière. Et l'organisation que l'on veut promettre et que l'on veut faire avancer, c'est celle des établissements, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors pour ça, il faut des professionnels engagés, il faut certainement peut-être des outils, mais il faut surtout une grande volonté et de grandes ambitions dans les établissements. Et c'est ça, aujourd'hui, les projets de demain, les défis, avec l'accompagnement de l'ORU, avec le soutien bienveillant, je le dis, de l'agence, même si des fois on peut être très méchant et très insistant. Mais sur le sujet du bed management, en tout cas, c'est une volonté stratégique, politique et une forte ambition que ça parte des établissements avec l'aide de l'ORU. Et j'espère que les choses qu'on va voir aujourd'hui vont nous donner de l'idée et vont continuer de nous faire avancer sur ce sujet dans la région. Donc je vous souhaite une très bonne journée et merci à l'ORU d'organiser cette journée. Merci Benoît Ricola-Rose. On vous retrouve tout à l'heure en fin de journée. Merci de rester avec nous tout au long de cette journée. On débattra plus amplement avec vous tout à l'heure. On va pouvoir débuter à présent. Alors nous avons un petit quelque chose à essayer avec vous. C'est ce QR code, ou bien oui, on peut faire ça. Si vous pouvez scanner avec votre téléphone ce QR code, vous êtes amené à répondre à une question. Et puis on va tout de suite vérifier si ça fonctionne. Et puis mettre en place un peu d'interactivité. Tout le monde a pu scanner ou pas? Non? Une erreur, nous dit-on. On y retourne. À voter? Eh bien, allons-y. Tatam. On va voir vos réponses. Peut-être, Inch'Allah. Ah, 30 secondes, pardon. Okay.
Bien, voici vos réponses. Alors, il faudrait savoir ce qu'on met derrière nos méthodes anglo-saxonnes de management, parce que parfois, cette connotation est un petit peu négative. Donc, nous verrons ensemble si c'est votre acceptation de ce mot. Une gestion d'hôtellerie dans les palaces, eh bien, vous nous donnerez le nom de votre établissement, s'il vous plaît, qu'on puisse y séjourner tranquillement. Voilà, si je suis curieux. Discipline au JO, très bien. Ça peut aussi être du sport, on en parlera sans doute avec nos correspondants. Et puis, on espère surtout être à la hauteur de votre attente d'ici la fin de la journée avec des réponses qui pourront être apportées à vos différentes questions. Donc, on garde ça en tête. Je le mets aussi dans l'esprit des intervenants et puis de Benoît Rico-Larose pour la fin de la journée, parce que il y a quelques notions ici. On reviendra dessus, mais effectivement, le fait d'employer un terme anglo-saxon pour la gestion de nos lits peut aussi avoir une connotation négative, voir si on ne peut pas positiver cela, parce que les mots veulent dire quelque chose. On va rentrer dans le vif du sujet avec 3 présentations. Alors, on a Tahar Chouied, le professeur Tahar Chouied du CHU de Nancy, qui est avec nous en visio. On viendra vers lui en toute fin d'expérience. On aura ensuite, juste avant, Fabienne Kugelière, qui malheureusement du centre hospitalier de Carcassonne ne peut pas être avec nous ce matin, puisqu'il y a eu un décès parmi ses proches, mais elle a enregistré son intervention. Et donc, pour débuter en présentiel comme il se doit, je vais demander à Quentin Néral et Josiane Boularan du centre hospitalier de Castres-Mazamet de bien vouloir me rejoindre. Mettez-vous où vous êtes à l'aise, surtout. Prenez un micro, il y en a ici, il y en a un autre là. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Josiane Boularan, je suis chef de service des urgences du CHI Castres-Mazamet et chef de pôle du plateau technique dans ce même établissement. Et moi, je suis Quentin Néral. Le micro bien près du menton. Micro bien. Là. Ouais, vous le collez au menton et comme ça, vous êtes sûr qu'on vous entend bien. Ouais. Donc, Quentin Néral, moi, je suis actuellement faisant fonction cadre de santé à l'USIC UNV de l'hôpital de Castres-Mazamet et j'étais précédemment bed manager. Donc, c'est dans ce cadre que j'interviens aujourd'hui. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu l'historique de la gestion des lits dans notre établissement et notre façon de fonctionner au quotidien. Quels sont nos outils, quels sont nos freins et où nous en sommes dans les différentes étapes de la gestion des lits jusqu'à la cellule d'ordonnancement. Donc, pour commencer, on va contextualiser un peu l'hôpital de Castres-Mazamet pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une structure dans laquelle nous avons plus de 1000 places et de lits et hospitalisation avec de l'activité de court séjour, de la médecine, de la chirurgie, des soins critiques. Également une activité de SMR avec plusieurs filiales également. Nous avons des lits d'EHPAD et donc ce qui nous permet d'avoir des parcours complets des urgences jusqu'à l'hospitalisation, avec l'hospitalisation de courte durée et le long séjour. Et pour représenter un peu, nous avons près de 40 000 passages aux urgences chaque année. Donc d'où l'importance d'avoir une cellule de gestion des lits. Alors, l'historique de cette gestion des lits, je pense que comme tout le monde, on a commencé à entendre parler de la gestion des lits en 2010. Puis en 2013, la NAP a sélectionné 6 établissements pour commencer à réfléchir sur ces flux importants qui arrivaient au niveau des services des urgences, qu'on a appelé le non programmé, et qui bouchonnaient un petit peu les services des urgences par très certainement une mauvaise organisation des lits d'aval. Donc nous, notre projet on a commencé à en parler en 2014 au sein de l'établissement de comment éviter cet encombrement au niveau du service des urgences de l'hôpital de Castres. Comment gérer ce flux de non programmés sans emboliser également la gestion des flux du programmé. Donc en 2018, donc ça a pris un petit peu de temps de réflexion, mais ça s'est fait. En 2018, nous avons eu la création du poste de bed manager et l'ouverture d'un salon de sortie qui a commencé un petit peu à fonctionner, pas autant que ce qu'on l'espérait, mais bon, ça a eu la valeur d'être mis en place.
Donc, ces bed managers, quels sont-ils? En fait, on a pris l'initiative au niveau de l'hôpital de Castres-Mazamet de prendre des infirmiers. Et il y a un profil de cadre de santé et des infirmiers de n'importe quel service, mais en tout cas pas des urgences. Donc on a eu un infirmier venant d'oncologie, un infirmier de cardiologie, un infirmier de gériatrie, et la durée moyenne de survie, alors bon, c'est un peu rigolo, mais a été de 3 ans, en gros, entre 2 et 3 ans. Et au départ, c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était un peu négatif de justement changer non-stop, en tout cas tous les 3 ans, qu'il y avait peut-être un manque de suivi. Et non, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'en changeant, ça permettait aux services d'ancrer vraiment dans leur esprit qu'il n'y avait pas qu'une seule personne, bed manager, qui portait cette idée de vraiment fluidifier, de vraiment réfléchir comment arriver à avoir un parcours patient bien clair dans l'établissement. Et on a vu que c'était vraiment du positif, qu'il y ait en fait un changement et un renouvellement relativement fréquent. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des infirmiers qui ont pour objectif de devenir cadre de santé au sein de l'établissement. Donc l'organisation au quotidien maintenant. Donc le bed manager, il est présent actuellement chez nous du lundi au vendredi, en journée, sur des horaires qui correspondent à l'activité des urgences. Il fait 10h, 18h ou 10h, 20h en fonction des jours. C'est un poste qui est central dans l'hôpital parce qu'il est rattaché à la direction des soins, mais il est également en lien direct avec la direction générale. C'est-à-dire que son cadre supérieur de santé, c'est le cadre supérieur de la direction des soins. Il dépend directement de la direction des soins, mais dans les textes, il est aussi rattaché à la direction générale, et son chef de service médical, son référent médical, c'est Dr Boularan, le chef de service des urgences. Donc comme je le disais, il est présent du lundi au vendredi, donc il y a des moments où il n'est pas là. Et donc ça, c'est un peu un frein, mais on y reviendra. Donc la continuité de la gestion des lits, elle est assurée la nuit par les infirmières coordinatrices de nuit. En plus de leur mission autre, elles s'occupent de point des lits, on va dire, dans la nuit. Pour le week-end, ce sont les cadres de santé de garde qui prennent le relais. Il y a une réunion de garde qui est faite le vendredi pour faire des transmissions, là encore avec ces cadres de garde, et leur expliquer un peu les scénarios potentiels du week-end et les solutions qu'on peut leur apporter déjà en prévision des indicateurs que nous avons. Et en cas d'absence, depuis peu, on a mis une nouvelle organisation en place. Avant, c'était les cadres de santé des urgences qui s'occupaient de faire la gestion des lits. Depuis 6 mois maintenant, c'est un tour de rôle entre tous les cadres de santé de l'établissement, pour un peu sensibiliser tout le monde. Et quand on s'en occupe aussi, on voit les difficultés que ça peut avoir, et ça ouvre tout le monde sur ce qui se passe dans les autres services aussi. Donc pour le bed manager, nous avons plusieurs outils. Le premier qu'on ne présente plus, c'est le BJML, donc besoin journalier minimum en lit. Donc je suppose que vous connaissez certainement celui qui est mis à disposition de vos établissements par l'ORU. Donc la particularité que nous avons à Castres, c'est que nous avons notre propre BJML. Partant du BJML qui a été fait par l'ORU, nous nous sommes dit, est-ce que ce BJML, on ne peut pas l'affiner pour tomber encore plus juste? Donc c'est ce que nous avons fait, et depuis maintenant 5 ans, nous analysons toutes les données des urgences tous les jours, et à partir de là, on définit le nombre d'hospitalisations par pôle. C'est-à-dire qu'on a le nombre d'hospitalisations en médecine, en chirurgie et sur les lits chauds. Et donc là, on va obtenir un chiffre. Par exemple, on est un mardi du mois d'avril, on va avoir 12 hospitalisations en médecine. Et on se rend compte qu'on tombe à 1, ou pratiquement à 1 ou à 2 lits près, tous les jours. Donc ça permet quand même de bien anticiper les flux du non programmé. Et grâce à cet indicateur, on sait si on va passer notre programmé ou non, en fonction des sorties prévisionnelles et d'autres choses. On ne l'a pas plus affiné, parce que si on nous sommes rendu compte que si on essayait de l'affiner par service, là, il y avait quand même une marge d'erreur assez importante, notamment due aux hébergements ou orientations par défaut.
Donc le bed manager, ensuite, il diffuse à l'ensemble de l'établissement un relevé des lits disponibles 2 fois par jour, le matin et le soir. Donc c'est une liste de diffusion par mail et également après il est diffusé aux urgences, à des endroits stratégiques, aux urgences, au déchocage, à l'UHCD et au poste central. Il peut être disponible en ligne aussi, ça marche pas trop actuellement, mais voilà, on y travaille pour que tout le monde ait accès. Un autre outil que nous avons, donc j'en ai parlé un petit peu, donc c'est les hébergements et les orientations par défaut. Donc les hébergements, je rappelle, c'est un patient qui n'est pas hospitalisé dans le bon service, c'est-à-dire qu'il relève d'une spécialité comme la cardiologie, il est hospitalisé en neurologie ou en chirurgie digestive. Nous avons en fait différencié des hébergements et des orientations par défaut à Castres, parce que nous nous sommes rendus compte que les hébergements provenaient le plus souvent des mêmes services. Il y a beaucoup d'hébergements pour les services de médecine gériatrique, de médecine polyvalente ou médecine interne. Et donc ça donnait quand même du travail en plus à certains praticiens. Donc ce que nous avons établi comme règle, qui a été validée en CME, c'est qu'à l'intérieur d'un pôle, ce n'est pas le praticien pour qui le patient devait rentrer qui s'en occupe. C'est-à-dire qu'un patient de neurologie qui est hospitalisé en pneumologie, c'est le pneumologue qui va s'en occuper avec l'aide du neurologue si besoin. C'est un peu pour répartir les charges de travail. Par contre, un patient qui est hospitalisé dans un autre pôle, mais par exemple ce patient de neurologie, s'il est hospitalisé en chirurgie, là c'est le neurologue qui monte s'occuper du patient. Ensuite, une chose importante dans la gestion des lits, c'est avoir une procédure hôpital en tension qui est effective et qui est réévaluée. Donc, nous avons une procédure hôpital en tension à Castres qui fonctionne, qui est sur 4 niveaux. Donc, nous avons un niveau 1 de veille, où ça c'est tout le temps, au quotidien, où nous vérifions plusieurs indicateurs, comme je disais, en fonction du BGML, des entrées programmées, des sorties prévisionnelles, pour savoir si on va avoir des tensions de lit ou pas. En niveau 2, on a une première salve d'action où on peut ouvrir des lits accordéons, lits tampons, vous les appelez comme vous voulez. On a 4 lits dans l'établissement qu'on peut ouvrir pour faire face à une suractivité. À ce moment-là, on essaye de fluidifier et d'anticiper les sorties avec nos SMR et ceux du territoire notamment. En niveau 3, là, on commence à déprogrammer des activités. En premier lieu, ce sont les activités d'hospitalisation de jour, on peut transformer ces secteurs en hospitalisation conventionnelle. Et le dernier niveau qu'on n'a jamais atteint, heureusement, c'est la déprogrammation des activités de chirurgie et autres activités médicales si besoin. Ensuite, nous avons une commission des admissions et consultations non programmées, donc la CACNEP, dont le docteur Boularan est la présidente, et dont le bed manager fait partie intégrante et anime avec son référent médical. Et le dernier outil important, c'est d'avoir une coordination territoriale. Donc là, maintenant, vous en avez parlé, il y a les cellules de l'ORU qui ont été mises en place depuis quelques années maintenant. Ouais. Et il y avait l'ARS pendant le Covid, après c'est l'ORU qui a repris le flambeau. Donc c'est d'avoir un peu cette vision au niveau du territoire. Et plus localement, on a quand même une coopération avec le centre hospitalier d'Albi, où pratiquement tous les jours, on fait un point téléphonique. Et nous avons visité nos structures à plusieurs reprises pour savoir comment chacun travaille et essayer de s'aider au mieux après quand nous avons des périodes de tension. Alors, quelles sont les plus-values pour l'établissement de ce que nous avons mis en place au niveau bed management? Et tout d'abord, c'est la visibilité de tous les services par tous les services. Ça a permis donc de faire un décloisonnement de cette gestion des lits. Les services ne se cachant plus derrière oui, non, j'ai pas trop de lits, non, j'ai pas eu de sortie. Bon, et au final, quand on faisait le tour, enfin surtout les bed managers, on pouvait s'apercevoir que il y avait des petites étiquettes mises, mais en fait, au final, le patient n'était toujours pas venu et ne viendrait certainement pas. Ça permet aussi le fait que ce soit une même personne qui gère cette gestion des lits, une centralisation des informations et du coup également une précision dans la prise de décision qui est quand même importante pour savoir notamment quand on est un petit peu juste au niveau des lits où mettre un patient des urgences via le bed manager. Nous avons également par ce système une fiabilité des données recueillies
puisque comme il vous l'a expliqué, le bed manager, tous les jours, fait ses petits 10 km par jour en allant de service en service, en allant auprès des équipes, à la fois paramédicales, les cadres de santé, mais aussi les équipes médicales, ce qui crée quand même du relationnel, et ce qui fait qu'effectivement, on a vraiment, en réalité, les lits disponibles pour les urgences. Aussi, justement, le fait de tourner dans les services, ça crée un lien interservice, ça crée aussi un lien entre le service des urgences et les autres services, et en interpôle, c'est-à-dire entre le pôle médecine, le pôle chirurgie, qui sont surtout les deux gros pôles au sein de notre établissement. Tout ceci, ça permet, au lieu de passer des heures, alors s'il y a des urgentistes dans la salle, j'en vois quelques-uns, au lieu de passer des heures au téléphone à essayer de trouver un lit pour caser la pauvre personne âgée de 90 ans, polypathologique, qui a à la fois un cœur fatigué, un poumon fatigué, c'est pas de la cardio, c'est pas de la pneumo, au final on se demande presque ce que c'est. Ça permet... La vieillesse peut-être ? Oui, mais justement, alors à ce moment-là, il faut vraiment énormément agrandir les services de gériatrie. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas décisionnaire là-dessus. Donc, tout ceci permet quand même un gain de temps médical au niveau des services et au niveau des urgences, puisque même les médecins dans les services ne sont pas tout le temps en train de répondre au téléphone pour savoir si ils vont prendre tel ou tel patient, même s'il y a quand même encore du lien entre les médecins des urgences et les médecins des services. Donc, ce gain de temps médical est important parce que revenir à notre cœur de métier, c'est-à-dire soigner des patients, c'est quand même ça que beaucoup de médecins veulent. Ensuite, ça permet aussi, on l'a dit, une fluidification du parcours patient, vraiment depuis les urgences jusqu'à sa sortie, puisque le bed manager aussi vérifie si effectivement le patient qui devait sortir tel jour est bien sorti. Il a quand même un regard sur vraiment tout le parcours patient, sa sortie vers les SSR ou les EHPAD, etc. Ce qui permet également ce système d'anticiper. Pourquoi ? Parce qu'on a une vision également des entrées programmées, puisqu'il ne faut pas non plus que le non programmé empiète complètement sur le programmé. Il faut arriver à trouver un juste milieu, et c'est ce vers quoi on essaye d'aller, nous, depuis quand même maintenant 6 ans, 7 ans, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux, parce que je comprends aussi que les médecins des services aient besoin de prendre en hospitalisation des patients qui voient en consultation ou qu'un médecin généraliste peut leur adresser directement. Ça nous permet aussi d'avoir l'anticipation des visions des sorties prévisionnelles. Alors, on n'est pas au top encore, mais j'espère qu'on va l'être très bientôt. Mais on a des visions prévisionnelles à J+1, ça oui. Et ce qu'on espère, c'est avoir vraiment les visions prévisionnelles à J+2, J+3. Cette date prévisionnelle de sortie, on en parlera tout à l'heure avec la cellule d'ordonnancement, mais c'est vraiment un outil important. Il y a quand même quelques freins dans ce projet de gestion des lits, on ne va pas se le cacher, c'est pas forcément facile à mettre en place. Le principal, à mon sens, c'est quand même la difficulté de continuité. Parce que comme je l'évoquais, il y a la nuit, il n'y a personne, le week-end, quand le bed manager est absent, parce que même s'il y a des personnes qui prennent le relais, c'est simplement sur un comptage de lits, un décompte, un point des lits. Tout le travail de communication, d'explication, de pédagogie du bed manager auprès des équipes, de négociation, il n'est pas fait. C'est juste un relevé des lits. Donc dans l'idéal, il faudrait qu'on ait un bed manager 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ensuite, on a le turnover au poste, on l'a évoqué un petit peu aussi. 4 personnes en 6 ans, c'est beaucoup. Mais bon, ça peut avoir aussi des avantages, comme l'a dit Josiane Boularan. Évidemment, dans un nouveau projet, il y a des résistances au changement. C'est mal vécu au début parce qu'on a l'impression qu'on vient regarder notre activité, on vient se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Et les médecins ont une sensation de perte de contrôle sur leur service. Une fois qu'on leur a démontré que c'est pour les aider et que c'est dans un objectif commun, mais cette résistance, elle se dissipe. Et aujourd'hui, maintenant, on entend quand même, dès que le bed manager est absent, comment on va faire, et on ne se passerait plus du bed manager. Donc il faut passer ces étapes de résistance et ensuite ça va mieux.
Après, les freins aussi, c'est qu'on est quand même le poste de bed manager, il est au milieu d'intérêts divergents. Les urgentistes, les médecins, les chirurgiens n'ont pas les mêmes visions des points délit, la direction non plus. Quand vous avez par exemple une vingtaine de places, c'est pas l'urgentiste va vous dire on va jamais y arriver, la direction va vous dire mais si on a un BJML à 15, on s'affole pas. Donc voilà, il faut savoir jongler avec tout ça. Et je m'arrête parce qu'on n'a plus trop de temps. On va pouvoir poursuivre avec des questions, ne vous inquiétez pas. Donc, les conditions de la réussite. Alors, pour faire court, je pense que la condition, c'est le lien. Il ne faut pas que le bed manager il soit tout seul dans son bureau à faire tout par téléphone et sur un ordinateur. Il faut qu'il aille voir les services, il faut qu'il se déplace partout pour expliquer les décisions quand on met un hôpital en tension, quand on met un patient dans un service qui n'est pas le bon, expliquer qu'aux urgences ça pousse, qu'on a des tensions de lit. Et si ces décisions elles sont expliquées, elles sont avec pédagogie, les équipes quand même le comprennent mieux et les praticiens aussi. Donc c'est important d'avoir ces capacités d'anticipation et de coordonner toutes ces actions. Et après, le côté aussi impartialité, neutralité est très important. Le choix que nous avons fait à Castres de ne pas rattacher le bed manager au service des urgences est à mon sens quand même très judicieux parce que ça peut être associé rapidement au le bed manager est là pour les urgences. Non, le bed manager est là pour toute l'activité de l'hôpital. Il y a aussi toute l'activité programmée, les hospitalisations de jour, et tout ça, il doit faire en sorte que l'activité passe la non programmée et la programmée. Juste un petit mot pour la cellule d'ordonnancement. Donc nous, on s'est aperçu qu'on était arrivé un petit peu au bout du bout de ce qu'on pouvait faire avec le système qu'on avait mis en place. Donc on a vraiment vu la nécessité de mettre en place une cellule d'ordonnancement. Alors je ne vais pas vous expliquer tout ce qui est une cellule d'ordonnancement parce que je pense que vous êtes à peu près au courant. Les objectifs, et comme le timing est restreint, les objectifs sont affichés. Nous avons pris le parti de mettre en place un copil, dont le premier a été fait le 31 janvier. Dans ce copil, il y a de l'administratif avec la direction, avec tous les chefs de pôle et les chefs de service, les cadres de santé supérieure, les cadres des services et bien évidemment des urgentistes. Tout ça pour que chacun puisse montrer ses appréhensions et dire vers quoi on veut aller. Nous avons pris 5 services pilotes, un service de chirurgie, 4 services de médecine. Dans ces 4 services de médecine, 2 sont déjà bien avancés et sont vraiment partie prenante au niveau de tout ce qu'on veut mettre en place dans la gestion des lits. 2 autres sont un petit peu plus frileux et nous l'avons fait volontairement de prendre des services frileux pour essayer justement de les amener, de leur faire voir que ce n'était pas si compliqué que ça de mettre en place une gestion de lit. Nous travaillons par groupe de travail, il y en a 4. Le premier, les prérequis. Le prérequis, c'est quoi? C'est la date prévisionnelle de sortie. Comment la mettre en place? Comment la mettre systématiquement? Donc, on a une ambition, c'est de mettre cette date de prévisionnelle de sortie à 100% dans les 5 services pilotes dès fin juin 2024. Donc, vraiment, ça avance bien. Il y a vraiment des services qui font ça très, très bien. La deuxième chose, c'est à chaque service, sur ces 5 services pilotes, avoir tous un patient qui sort le matin, parce que comme dans tous les hôpitaux, les sorties se font surtout en début d'après-midi, mais nous, les entrées se font vraiment dès le matin, voire on garde des patients depuis la nuit. Donc on a besoin de ces places le matin. Ensuite, on a démarré sur une cartographie et surtout un thésaurus des pathologies pour justement savoir qu'est-ce qu'on peut héberger et dans quel service on peut l'héberger. Donc ça, c'est fait. Là, il y a marqué juin 2024, mais ça y est, c'est effectif. Le thésaurus est terminé. Ce qui nous manque énormément, c'est l'outil informatique, parce que sans outil informatique, c'est-à-dire sans un vrai logiciel de gestion des lits, c'est très compliqué. Nous, on veut vraiment aller sur une gestion des lits informatisée avec la date prévisionnelle de sortie, la petite ambulance, enfin, ou autre chose pour savoir que tout est commandé, où est-ce qu'il va aller, dans quel service.
Nous avons également fait des réunions avec les assistantes sociales qui pour nous sont partie prenante dès le début, dès que le patient arrive dans un service, dès qu'on voit que ça va être un bed blocker, puisqu'on est en anglo-saxon, je continue. Donc ces assistantes sociales sont intégrées aussi dans les groupes de travail. Et il y a une représentante également dans le COPIL. Et la dernière chose, c'est revoir la politique de gestion des lits, notre politique de gestion des lits avec la mise en place d'une charte. Et pour l'instant, donc, nous sommes en travail sur ce point-là. Donc, tout ce que j'aurais à résumer de ce qu'on vient de dire, pour nous, la cellule d'ordonnancement, d'abord, il y a un énorme intérêt pour le patient, puisque quand même, on est tous là pour le patient. C'est la simplification du parcours et son organisation du séjour. Un intérêt au niveau des services, en anticipant l'activité, en optimalisant l'occupation des lits dans le service et faire en sorte que le programmé s'allie avec le non programmé et que l'un et l'autre puissent travailler ensemble. Un gain de temps pour les soignants médicaux et paramédicaux pour se recentrer sur leur vrai cœur de métier, c'est-à-dire être auprès du patient. Pour l'établissement, c'est vraiment améliorer l'occupation des lits, la durée moyenne de séjour, diminuer des journées non pertinentes, c'est-à-dire des patients qui auraient pu sortir et qui en fait traînent parce que voilà, on ne s'est pas forcément occupé de où est-ce qu'ils allaient aller, si la famille était d'accord pour les reprendre, etc. Alors, toute cette organisation et optimiser l'activité programmée pour optimiser l'accueil du non programmé. Voilà, et ma dernière phrase, c'est le bon patient dans le bon service pour la bonne durée. Voilà, merci. Merci. Alors on reviendra avec vous tout à l'heure, mais je voudrais quand même vous poser une ou deux questions, puis on peut en prendre une également ou deux de la salle. Là, vous nous parlez en conclusion donc d'une amélioration ou d'un gain de temps sur le soin ou un gain de temps médical. Est-ce que vous l'avez réellement mesuré ou est-ce que ça reste une ambition? Alors pour l'instant, on ne l'a pas mesuré réellement avec des chiffres. Ça reste une vraie ambition et on y croit surtout. Voilà, je pense vraiment que quand on est urgentiste ou même quand on est un médecin qui consulte et qu'on reçoit 50 000 appels d'un service des urgences pour savoir s'il y a de la place dans tel service et qu'on a un patient en face qu'on consulte, bien évidemment que c'est une perte de temps parce qu'après ce médecin va appeler le cadre sait pas, va aller dans le service parce que très certainement, souvent ils sont quand même en réunion. Donc voilà, tout ça c'est une perte de temps. Alors que si depuis les urgences ou même le médecin généraliste qui a des difficultés pour joindre un spécialiste pour dire est-ce que tu as une place pour me prendre ce patient directement parce que je sens qu'il commence à décompenser. Voilà. Si on a centralisé tout ça avec des gens qui ne font que ça, qui sont là, qui ont une visibilité générale des lits disponibles dans l'établissement, qui ont une disponibilité, une visibilité de tout ce qui est programmé pour la chirurgie, pour d'autres entrées d'hôpital de jour, etc., ou même d'hôpital conventionnel, et du service des urgences, bien évidemment que c'est vers eux qu'il faut se tourner. Moi, j'appelle le bed manager en journée, je dis voilà, j'ai tel patient, il n'y a pas de place dans tel service, ben voilà, tu me trouves une place. Et c'est lui qui le fait. Et pendant ce temps, je vois un autre patient. Merci. Quentin, vous avez parlé de la problématique des transmissions le week-end. On n'a pas évoqué celle de vos congés, parce que j'imagine que vous en prenez un peu quand même. De temps en temps, ça arrive. Ça arrive. Donc, est-ce que là, quand on a une absence qui est d'une semaine, voire de 3 semaines, parfois l'été, eh bien, est-ce que vous constatez qu'il y a un déficit dans la gestion des lits? Est-ce que votre absence pèse sur la qualité de prise en charge, j'allais dire? La réponse est oui, malheureusement. On l'a vécu récemment, là, je me tourne vers Charlène qui m'a remplacé parce que ça a été le cas la semaine dernière où en revenant, il m'a dit mais ils ont fait n'importe quoi. C'est vrai que quand le bed manager n'est pas là, comme je disais, c'est une procédure dégradée. Comment? Quand le bed manager n'est pas là, les souris dansent, d'accord. D'un côté, on a les urgentistes qui maintenant ont pris l'habitude, donc ils sont un peu déboussolés parce qu'ils doivent refaire ce travail qu'ils ne font plus, bien heureusement, de chercher ces places partout. On retrouve les services qui se disent il n'y a personne pour vérifier aujourd'hui, donc peut-être dire qu'on a des lits réservés et tout ça. Et donc ça, c'est quand même, la continuité, c'est vraiment le gros frein. Et je pense, comme le disait Josiane, que avoir un outil informatique, là, personne ne pourra tricher, même quand l'humain n'est pas là.
Merci. Est-ce qu'on a une question pour Quentin Néral ou Josiane Boularan? Oui, je vais vous passer le micro. Bonjour, merci pour cette présentation. Contre le menton. Christine Trojan, directrice des parcours patients au CHU de Dijon. J'ai une petite question sur votre dispositif d'hôpital en tension. Vous avez parlé de 4 lits tampons qui pouvaient être ouverts comme ça rapidement. Oui. Comment, avec quelles ressources vous ouvrez ces lits? Est-ce que c'est des lits qui sont dispersés dans d'autres services et du coup qui sont ouverts en surnombre? Et même question, vous avez parlé aussi, j'ai pris des petites notes, sur la transformation, la déprogrammation en HJ. Et du coup, vous gardiez des lits en hospice conventionnel avec quelles ressources? Puisque par définition, en HJ, c'est un peu compliqué la nuit. Voilà, juste. Très bonne juste question. Donc la première sur les lits tampons. Donc effectivement, on a 4 lits tampons dans l'établissement. Alors ils sont dans 4 services différents. Et en fait, ce sont des chambres simples que nous pouvons transformer en chambres doubles. Voilà. Donc c'est pour répartir l'activité sans personnel en plus, puisqu'on rajoute un patient dans des services de 24-25 patients. Casse pas le matériel. Donc voilà pour les lits tampons. Et donc c'est là où comme je dis, c'est important d'aller expliquer aux équipes pourquoi on leur ouvre ce lit et pourquoi souvent en plus ils n'ont pas un patient de leur spécialité dans ce lit. C'est que il y a 4 personnes hospitalisées aux urgences, donc on sait qu'on n'a pas la place, donc on ouvre et l'objectif c'est quand même de l'ouvrir le moins de temps possible. Donc c'est un dispositif qui est réévalué tous les jours, il y a une réunion de crise tous les jours et est-ce qu'on en a besoin ou pas, on fait le point plusieurs fois par jour. Même principe sur l'HDJ, donc l'hospitalisation de jour, là par contre c'est un peu plus compliqué au niveau des ressources, puisque donc on déprogramme de l'hospitalisation de jour, tout ne peut pas être déprogrammé, mais par exemple des fois on a des stages d'éducation thérapeutique qu'on peut reporter, et donc là on transforme en principe 3, 4, 5 places en hospitalisation complète. Donc la journée c'est quand même en principe cette équipe qui est là, qui s'occupe des hospitalisations complètes, et par contre effectivement il faut rappeler de la ressource pour la nuit. Merci. Il nous reste, on va prendre 2 questions et puis ensuite on reviendra tout à l'heure avec le docteur Boularan et Quentin Néral, mais on va enchaîner les présentations. Mais allez-y, on va prendre ces 2 questions ici. Oui, bonjour, Olivier Flammenbaum. Moi, je suis coordonnateur parcours patient au CHU de Toulouse. Alors, j'avais une question au sujet de vos hébergements. On sait qu'ils sont régulièrement le fruit d'âpres négociations pour être accepté, et vous nous dites qu'un pneumologue va accepter de prendre en charge un patient de neuro et le prendre en soin également. Et j'imaginais que ça... On lui a tordu le bras avant, hein. On a oublié de préciser. C'est pas totalement faux des fois. J'imaginais que là, du coup, ça devait être un frein encore plus important aux acceptations des hébergements. Ouais. Comment vous faites ? Effectivement, c'est un frein. Après, c'est une politique qui a été décidée, validée par nos instances. Donc ça, c'est quelque chose d'important pour le bed manager au quotidien, c'est qu'il peut s'appuyer quand même sur des règlements qui ont été mis en place institutionnellement. Et quand, par exemple, vous avez cité l'exemple du pneumologue, lui dit « Ah ben non, oui, mais il y a un règlement que vous avez signé et auquel il faut que vous vous référiez ». Après, il n'est pas tout seul. Il a l'aide, il demande un avis à son confrère. Mais disons que c'est lui qui va faire la visite, c'est lui qui s'en occupe. Et si la pathologie est trop complexe, quand même le praticien peut, par exemple si c'est le cardiologue, s'engage à le récupérer le plus vite possible. On ne le laisse pas toute son hospitalisation en pneumologie. C'est parfois source de tension, mais globalement ça fonctionne pas mal parce que le fait que ça ait lissé un peu les hébergements pour tout le monde, ils y ont vu la plus-value aussi. Alors, c'est à la fois lycée, c'est à la fois de la négociation, mais comme l'a dit mon confrère, c'est vraiment de la communication qu'on a mis en place, mais également lorsqu'on a une traçabilité de ces hébergements, de ces fiches d'orientation par défaut, c'est-à-dire que lorsqu'un patient n'est pas hospitalisé dans le bon service, les urgentistes créent une fiche avec le nom, le prénom, etc., le diagnostic, ce qui a été fait, à qui ça a été confié, à qui ça aurait dû être confié, dans quel service il aurait dû aller. Donc tout ça est tracé dans le dossier et remis, les fiches sont remis au bed manager. Comme ça, il y a une visibilité pour tout le monde. Voilà, c'est clair pour tout le monde.
Merci. Dernière question, puis ensuite on reviendra. Tout à l'heure, madame, j'ai noté que vous vouliez prendre la parole. On reviendra avec nos deux intervenants. Madame. Annick Ricard, donc moi je suis médecin référent HAD sur l'ARS Occitanie. Donc j'ai une question, place et rôle des partenaires extérieurs dans la fluidification des parcours, notamment me concernant les hospitalisations à domicile justement. Alors sur Castres, pour l'instant, au niveau des urgences, on n'a pas encore travaillé avec l'HAD. Mais franchement, voilà, je sais qu'ils sont venus nous voir. Puis bon, ça a été un petit peu compliqué sur le Tarn. Enfin voilà, je pense que vous savez, ça tourne un petit peu. Donc pourquoi pas, bien évidemment. Oh non, c'est pas par contre, parce que vous avez l'air de savoir ce qui se passe dans le Tarn. Non, mais oui, mais madame, mais, du coup, éclairez-nous, parce que non, c'est comment dirais-je, il y a un petit turnover médical, surtout au niveau de l'HAD du Tarn, ce qui crée une petite instabilité. Donc du coup, ce qui, pour nous, enfin moi, je sais qu'en tant qu'urgentiste, faire sortir un patient en HAD sans derrière avoir le médecin de l'HAD, voilà, c'est vraiment ça qui bloque un petit peu. Mais voilà, on a eu déjà des rencontres avec l'HAD et rien n'est inscrit, mais c'est toujours un projet. Et les autres partenaires aussi, voilà, parce que nous avons nous SMR, mais il y a aussi des SMR à l'extérieur avec lesquels nous travaillons. Et donc là encore, on est allé les visiter. Quand on est en tension, ils sont prévenus. Tous les établissements, les SMR, l'HAD, la clinique du CIDOB, tout le monde est prévenu que l'hôpital est en tension. Et donc ça permet d'avoir cette diffusion d'informations et cette communication pour travailler tous ensemble. En fait, c'est l'anticipation et la communication. C'est vraiment, je crois, le nerf de la guerre, la communication positive. Dire on va arriver à trouver une solution, mais tous ensemble, quoi. Merci Quentin Néral, merci docteur Boularan, Josiane Boularan. Je vous propose de vous asseoir. On a l'intervention donc enregistrée de Fabienne Cugueyer, et puis ensuite on ira du côté de Nancy avec le professeur Tahar Chouilled. Nous allons suivre. Dans un premier temps, je vais vous présenter comment je suis arrivée vers le bed management, qui je suis, dans quel contexte je suis parvenue et les missions qui me sont confiées. Dans un second temps, à l'aide d'un SWOT, je vous présenterai les évolutions que j'ai amenées sur le bed management et on fera au bout d'un an, effectivement, toujours à l'aide d'un SWOT, les évolutions qui sont en cours à l'heure actuelle sur notre centre hospitalier. Et je terminerai vers la nouvelle organisation que nous poursuivons avec les perspectives et les projets pour conclure. Donc moi je suis Fabienne, je suis cadre de santé depuis 21 ans. J'ai un parcours qui est relativement riche et varié. Au CHU de Montpellier, dans lequel j'ai travaillé sur le pôle des médecines, mais une expérience relativement intéressante sur le service des urgences. Et puis au CH de Carcassonne, à mon retour, des missions et des postes qui me sont confiés m'amènent déjà un petit peu vers la transversalité. Parce que je débute par le service de neurologie, puis la réanimation, qui me conduit tout droit à la coordination des dons d'organes et de tissus, avec bien sûr, en gestion pour finir, la chambre mortuaire. 12 ans qui restent à ce jour ma plus belle aventure professionnelle. Au bout de ces 12 ans, je goûte à la transversalité avec une mission de gestion du temps de travail à la direction des ressources humaines. Je vais y rester 6 ans et puis je vais basculer sur le bed management. C'était en juillet 2022, dans un contexte post-Covid, pas tout à fait fini parce que je suis parachutée dès les premiers jours en cellule de crise. J'occupe ce poste de bed manager à 50% et 50 autres % sur la gestion du temps de travail. Je n'ai pas de tuilage parce que ma collègue a quitté le CH depuis plus de 3 mois et je n'ai pas de formation de bed manager. Mais un besoin de changement et de retour sur le terrain. Ce poste de bed manager, je l'ai travaillé au bilan de compétences que je viens de terminer. Je suis donc motivée et j'ai envie. Voici les missions qui me sont confiées. Quand je les regarde de plus près, j'ai presque envie de vous le faire à la Muriel Robin. 2 secondes, il faut faire tout ça, mais par où je commence? Comment je m'organise? Je ne connais pas les outils. Qui je sollicite? J'ai pas trop le choix, donc je saute. Ce fut un été relativement compliqué, avec des tensions sur le centre hospitalier et en région, et de bêtes bloqueurs que je voyais arriver sans trop savoir ce que c'était. Au bout de 6 mois, nous décidons de faire un point des bilans des missions du bed manager.
Et finalement, je m'aperçois qu'une des principales forces que j'ai eues, c'est la connaissance de l'ensemble des acteurs qui m'a permis d'assurer un relais entre les services et les services des urgences. Également, la collaboration avec les cadres de santé du CH et les bed managers de l'ORU qui nous a permis de débloquer les situations difficiles. Très rapidement, pour avoir un peu plus d'opérationnalité, j'ai créé un nouvel outil Etali pour améliorer la saisie des disponibilités. Mais par contre, je ne suis pas remplacée quand je ne suis pas là et je n'ai pas de formation. J'ai besoin de temps pour me réapproprier les outils. On confond le rôle de bed manager avec les cadres de permanence. J'ai pas assez de temps pour le travail de fond et je suis toujours sollicitée sur des missions de GTT à hauteur de 50% toujours. Par contre, de belles opportunités me sont offertes. Un copil hebdomadaire bed management voulu par le directeur de l'hôpital qui répond à mes besoins, me donne les outils de pilotage et me permet de rencontrer mes principaux interlocuteurs. Nous envisageons de développer un logiciel, de mettre en place un logiciel de gestion de lit. Je sais aussi que développer les échanges avec les bed managers extra-hospitaliers et les autres interlocuteurs va être très riche pour moi. Et je sens bien qu'il faut que je travaille très rapidement sur la commission des sources urgentes qui peut être un sacré levier. Je me rends compte également que les pratiques d'utilisation de via trajectoire sur l'ensemble du CH sont à revoir. Donc j'attaque la commission des séjours longs avec les indicateurs de suivi. On a besoin de connaître le statut du patient et on part sur 3 critères. Le premier, c'est un patient qui va être en soins, pas de problème. Le second, il est bloqueur. D'ores et déjà, on travaille sur sa sortie. Mais le plus important, c'est des patients qu'on qualifie d'assurveillés. C'est des patients qui sont en soins, mais qui vont avoir besoin qu'on s'occupe de très rapidement en anticipation parce qu'ils ont des éléments qui nous inquiètent sur leur projet de devenir de sortie. Ensuite, nous analysons l'environnement du patient. Et nous procédons à l'état des lieux des aides à mettre en place, qu'elles soient des aides à domicile, des aides financières, des mesures de protection. En 2020, voici le tableau de synthèse qui est présenté à la commission de ces jours longs grâce à ces indicateurs. En 2023, on a pu analyser 352 patients. 43 ont été qualifiés à surveiller et donc on nécessitait un suivi par la commission des soins. 11 ont été bloqueurs. Également, on a pu identifier un profil de séjour long. C'est un patient qui est en perte d'autonomie avec un problème de logement qui est soit inadapté, soit précaire et qui est isolé dans la vie quotidienne. Également, les évolutions qui sont rapidement à mettre en place, c'est via trajectoire, je vous en ai parlé. Donc très rapidement, je mets à jour les comptes et je reprends les formations. Je mets à jour l'annuaire des unités pour réinterfacer avec l'Aurore. VTHNP nous est proposé par la coordinatrice de l'ORU. Mon rôle à ce moment-là a été d'accompagner l'encadrement dans la mise en place, d'être le vigie et le relais sur l'ensemble des domaines et ça nous a permis de développer des liens avec les établissements du groupe hospitalier de territoire. Le logiciel gestion des lits est mis en place en septembre 2022 et comme service pilote, nous choisissons les services de médecine. Donc au bout d'un an, où j'en suis de mon expérience et des missions de mon bed management. À ce jour, j'ai une connaissance du territoire de santé. J'ai développé des liens avec les bed managers et l'ensemble des interlocuteurs des structures d'aval. Merci à la cellule opérationnelle de l'ORU le jeudi matin qui m'a permis de connaître pratiquement tout le monde. Je me suis approprié les outils d'analyse, le BJML, les tableaux de bord des urgences et du SAMU. Et ce travail m'a permis effectivement d'anticiper des sorties en cas de tensionnement. Je me suis rendu compte à travers ça que les procédures d'hébergement n'étaient pas forcément adaptées par rapport à ce contexte-là de tension, que je n'avais pas de possibilité d'obtenir des informations sur les réhospitalisations pour travailler sur les sorties patients et notamment par rapport aux sorties que nous organisons à travers la commission des séjours longs. Et les absences des cadres de santé ont été importantes en 2023 et ont posé problème en termes de relais que j'ai pris pour anticiper et maintenir au mieux le flux des patients. J'ai pu quand même, des opportunités ont toujours été là, j'ai pu présenter des points réguliers aux instances à la demande de la direction. On parle de développer des applicatifs de fluidification des parcours
patients au sein des services avec une vision globale du Ben Manager, à savoir le bio-nettoyage, certainement le brancardage des transports à venir. Je pense que réactualiser et adapter les procédures aux situations de tension qu'on a connues sont de belles opportunités. Et enfin, celle qui me paraît très importante, c'est la mise en place de la cellule d'ordonnancement. À ce jour, le poste de Ben Manager est isolé, il n'est pas remplacé. Je ne suis pas forcément sollicitée pour travailler sur les parcours patients ou sur les procédures d'hébergement, malgré que je fasse partie de la commission des soins non programmés. Et on s'est aperçu également que l'utilisation de via trajectoire est quand même relativement difficile par rapport au turnover de soignants. Les évolutions qui sont en cours par rapport à ce point de SWOT en 2024, une nouvelle organisation de la commission des séjours longs, avec un élargissement des membres. On va certainement solliciter le DAP très régulièrement pour qu'ils viennent participer. Une mobilité qu'on va créer vers les services. On va participer au TAPS et on va rencontrer les soignants. Nous sommes en train de créer un portfolio spécial CSL qui va être intégré au dossier patient informatisé et une procédure de signalement d'un patient bed blocker à l'aide d'un mémo. Un travail, ça y est en cours enfin sur les requêtes des réhospitalisations à 48 heures et à 72 heures. Une modification de l'organisation des hébergements via les urgences et de la procédure de gestion des carences des retours à domicile. Ce sont les hébergements hôteliers que nous avons travaillé depuis 6 mois. Et le logiciel gestion de lit qui est en train d'être généralisé à l'ensemble des unités avec la dématérialisation de la procédure de fermeture de lit. Donc nous allons tout droit vers une nouvelle organisation avec un projet, le projet phare, c'est la mise en place d'une cellule d'ordonnancement qui va d'abord être un binôme et va remplacer les absences du Ben Manager. Ça va permettre de renforcer et d'optimiser les séjours des patients au sein du CAS et du GHT, de travailler sur les parcours, les admissions directes, le SAS, de renforcer VTHNP, le parcours du handicap. Un projet aussi qui a démarré la création d'un salon de sortie et toujours le logiciel gestion de lit avec les intégrations des applicatifs de brancardage et de transport sanitaire avec une réflexion qui est à l'échelle du GHT. Aujourd'hui, je dirais, après ces 2 ans, que les outils, je me suis rendu compte qu'ils sont utiles à l'analyse des situations et au pilotage des parcours. Mais pour les faire vivre, il nous appartient de les construire avec l'ensemble des acteurs, d'expliquer leur utilité afin que leur appropriation ne soit pas vécue comme une contrainte supplémentaire. Bientôt 2 ans d'expérience en tant que Ben Manager, oui, je suis toujours indemne, enfin, presque. Beaucoup de stress il y a encore, quand les urgences débordent et que les lits ferment faute de personnel. Quelques prises de tête quand aucun service ne peut et ne veut accueillir un patient, de fortes périodes de tension lit qui ont été relativement longues en ce début d'année, des situations complexes à dénouer. Un travail de bed manager quotidien qui est assuré, qui est interrompu au gré des besoins et des besoins de places d'hospitalisation et d'hébergement. Mais une sacrée expérience de terrain et de transversalité, une connaissance acquise des acteurs et du territoire de santé et une motivation, une envie d'aller de l'avant qui sont toujours présentes. De la technique du petit pas que j'ai choisi quand j'ai pris le poste à celle du grand pas vers une nouvelle organisation de la gestion des lits sur notre établissement, aujourd'hui je mesure le levier indispensable à mon sens à la réussite de ce projet. C'est le soutien institutionnel qui doit être et qui doit permettre de consolider les bonnes pratiques déjà existantes, d'adapter les ressources humaines à la mise en œuvre des projets et d'accompagner les changements afin de rendre légitime l'ensemble des acteurs et des actions menées. Je vous remercie de votre attention. Voilà, donc pour... Je vous ai perdu ? Non, c'est pas... Alors, je précise que c'était pas en direct, hein, mais voilà, elle était bien enregistrée cette intervention. Je précise à Katia qui nous suit en visio depuis l'île de la Réunion qu'elle a posé une question et qu'on y répondra effectivement tout à l'heure avec
avec le centre hospitalier de Castres-Mazamet. Puis si vous avez, vous aussi, des questions, vous qui nous regardez en visio, n'hésitez pas à les transmettre et évidemment, on y répondra ici à Narbonne. Professeur Tahar Chouyed du CHU de Nancy, vous êtes avec nous en direct, vous. Alors on vous entend, il y a un peu de musique aussi, mais c'est peut-être pas chez vous, ou alors il y a de l'ambiance aux urgences de Nancy, sympa. On a un petit souci là, docteur Chouyed, c'est qu'on a la musique qui était dans nos oreilles en même temps que vos paroles. Allez-y. Et là, est-ce que vous m'entendez correctement là, ou il y a toujours la musique ? On vous entend très bien, c'est juste qu'ils ont monté ici en salle pour vous expliquer le problème, le son des micros, et donc il y a un peu de l'arsène, mais vous, on vous entend, allez-y. La parole est à vous, professeur Chouyed. Merci beaucoup. Excusez-moi encore de ne pas être avec vous aujourd'hui. Alors moi, je suis Tahar Chouyed, je suis chef de service des urgences et du SMUR du CHU de Nancy. Je voudrais vous parler un petit peu de ce que nous, on appelle l'optimisation du parcours patient, donc la cellule OPP. Alors, juste pour vous dresser un petit peu le contexte du CHU de Nancy, nous, on a 7 sites géographiques, avec presque 1500 lits d'hospitalisation. Au total, on réalise 68 000 hospitalisations complètes en général, et on est quasiment 9 000 avec 8 500 professionnels qui travaillent. Juste pour vous donner quelques données chiffrées, la DMS des hospitalisations est de l'ordre de 3,4 jours. Et pour vous dire un petit peu comment on fonctionne, en fait, l'optimisation du parcours du patient, c'est un projet qu'on a soutenu alors qu'il date de 2015. Vous voyez que la maturité du projet a commencé de façon assez précoce, avec un projet qui a été soutenu à la fois par la direction générale et le PCME. Le projet, nous n'avons pas votre présentation. Alors pourtant, je l'ai partagé, mais je peux... Alors, excusez-moi. Voilà. Est-ce que là, vous voyez mon écran ? C'est bon, excusez-moi, il y a eu un petit problème technique. Voilà, donc là, vous devez voir un petit peu la présentation. Donc ce projet en fait de cellule de régulation a été porté donc par la direction générale et le PCME. C'est un projet qui a été piloté par une directrice et un cadre de santé supérieur, qui sont Madame Potier et Madame Roldo. Le projet a été présenté aux instances institutionnelles et à chaque fois validé en CME par l'ensemble des différents responsables de structures qui sont dans les urgences, enfin qui sont dans l'hôpital au CHU. Alors pour vous donner un petit peu le constat qu'on avait fait en 2014 lors du plan de refondation du CHU, c'est que le taux d'occupation n'était pas satisfaisant, qu'on avait très peu d'anticipation des entrées avec des parcours en fonction des services, mais qui étaient quasiment à la carte. Chacun gérait un petit peu comme il voulait ses lits. Il y avait des déprogrammations, mais qui n'étaient pas centralisées, et en tous les cas qui n'étaient pas visibles pour l'ensemble de la structure, et des mesures en fait qui étaient centrées sur, vous savez, vous l'avez tous entendu, hein, ce sont mes lits derrière, et ça, cette notion-là était complètement obsolète dans la prise en charge des patients. En 2015, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'on a changé complètement à 180 degrés la prise en charge, puisque jusqu'en 2015, il y avait un recensement qui était fait par téléphone des lits disponibles avec les fameux tableaux Excel que vous avez probablement tous eus. Les organisations étaient vraiment très cloisonnées. Les services ne pouvaient pas, les malades ne pouvaient pas bouger d'un service à l'autre. Les admissions à partir des urgences n'étaient absolument pas prioritaires. Et on avait très peu de préadmission avec un taux qui est à 38%. Voilà un petit peu la situation dans laquelle on était avant 2015.
En 2015, il y a eu donc ce revirement de situation avec le déploiement d'un logiciel qui s'appelle WebPCP. Il nous a mis 6 mois, on a mis 6 mois à peu près pour le lancer. C'est un logiciel en fait qui centralise les différentes entrées avec une ouverture d'une plateforme sur l'hôpital de Brabois, donc qui est notre hôpital qui est le plus gros bâtiment du CHU, et la mise en place en fait de ces fameux bed managers dont on va essayer, je vais essayer de vous parler un petit peu de la vision qu'on a de ce bed management. En fait, toute la philosophie de la gestion de ce logiciel, elle est résumée sur cette diapositive. C'est-à-dire que pour nous, enfin pour l'ensemble de la structure, le flux programmé est égal au flux non programmé. C'est-à-dire qu'on doit faire cohabiter les patients des urgences, les 30 ou 35 hospitalisations jour qu'on a à partir des urgences et le flux programmé. Donc et ça, c'est quelque chose qui est pour nous notre ADN et en tous les cas la ligne directrice qu'on a. On a un système en fait de liste d'attente sur le logiciel qui nous permet en fait de faire bouger les patients et en particulier les patients à J0 dont on pourra reparler si vous le souhaitez. Et on a une visibilité en fait en direct avec une mise à jour toutes les 15 minutes des lits disponibles sur le CHU. Et ça, tous mes collègues des urgences le voient en direct et il y a un rafraîchissement avec une aspiration des données à partir du logiciel toutes les 15 minutes. Alors, qu'est-ce que c'est cette cellule de gestionnaire de lit? Donc, l'optimisation du parcours patient, c'est un nouveau métier, ce métier de gestionnaire de lit. Alors, nous, on en a 17. Notre équipe est constituée de 17 gestionnaires et qui, vous allez voir, les profils de ces patients-là ils ont développé des nouvelles compétences puisque ils ont un sens de l'organisation qu'on leur a demandé assez acutisé, une adaptabilité, une gestion du stress, mais vous l'avez évoqué dans vos débats et dans vos questions. Bien sûr, on se heurte à des situations tendues avec les cadres de santé, mais également les praticiens des différents niveaux. Il y a une gestion du mailing, il y a une gestion, ce qu'on appelle des listes d'attente de patients. On a bien sûr ces deux flux que les gestionnaires de lit doivent gérer. Et il y a un lien avec la plateforme des urgences derrière, puisqu'on a, et je vous en parlerai tout à l'heure, une cellule directement au sein des urgences d'OPP. Pour compléter ce parcours, enfin cette optimisation, on a également un élément important en termes de ressources humaines, qui sont ce qu'on appelle les IDE et les AS de parcours. Alors c'est également un nouveau profil qu'on a développé au sein de notre structure. C'est une nouvelle compétence pour des infirmières ou des aides-soignantes qui veulent un petit peu changer d'orientation. Et leur but, c'est quoi en fait? Finalement, c'est d'essayer d'optimiser le flux des patients programmés. Cette fois-ci, c'est d'avancer la gestion administrative des patients, faire ces entrées anticipées derrière, optimiser les J0, les patients qui arrivent le jour même, vraiment vérifier qu'on n'ait pas de no-show, que les patients ne viennent pas, répondre aux différentes questions, devenir un interlocuteur privilégié de la médecine de ville et du patient. Tout ça, si vous voulez, et ils ont un rôle très important dans les annulations et les reprogrammations parce que il nous est amené quelquefois pour gérer le flux à décaler des hospitalisations et c'est ces infirmières de parcours qui gèrent ça en complément du gestionnaire de lit. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que pour optimiser ce système, on a également 6 gestionnaires de lit qui sont au sein des urgences. Donc, ils ont un bureau au sein des urgences, ils sont en relation directe avec l'équipe médicale, avec la régulation des transports, puisque les transports sont également centralisés et ils sont connectés en permanence à la plateforme de gestion des lits et ils ont une vision au sein du GHT, puisque ils sont connectés également à la disponibilité des lits des structures qui sont dans le GHT et qui peuvent également avoir des lits disponibles. Et ils utilisent en fait 3 logiciels qui sont WebPCP, Gaël et PTH, qui sont à la fois le logiciel de transport, Gaël étant le logiciel de visualisation des lits en temps réel et WebPCP, notre logiciel métier pour la gestion des lits. Alors pour vous résumer cette transversalité qu'a le OPP, vous voyez que les acteurs qui sont en action vont interagir en fait avec les prises de rendez-vous, la planification et les rappels des patients.
les compétences de ces dispositifs sont basées sur l'utilisation des différents logiciels qui sont à notre disposition, qui vont du logiciel de facturation au logiciel de Via Trajectoire qui gère les admissions en EHPAD. Ils sont connectés également au plateau technique puisqu'ils assurent également la fluidité des transports entre le bloc, la consultation, l'endoscopie et l'imagerie. Les utilisateurs, les médecins, les IDE, les cadres sont leurs intégrateurs privilégiés pour organiser les hospitalisations. Et également, ne pas oublier les fonctions support. Ces fonctions support extrêmement importantes qui font que ça fonctionne pas mal, c'est-à-dire les services informatiques, les régulations du transport, les bureaux du mouvement. Et tout ça, c'est géré donc par 3 cadres, une cadre supérieure, 17 gestionnaires de lit, 30 IDE de parcours. Et cette plateforme est donc, vous voyez que c'est le cœur du réacteur du fonctionnement de la fluidification des circuits du patient. Pour vous donner juste quelques données chiffrées derrière pour voir un petit peu en action ce que ça peut donner. Vous voyez que ça, c'est le bilan des hospitalisations de 2023. Donc, vous voyez, Madame Potier et Madame Castin, Madame Castin étant la cadre supérieure des urgences et Madame Potier la cadre supérieure d'OPP. Donc, vous voyez qu'en 2023, on a procédé à 9 884 hospitalisations. Et vous voyez que, en fait, là, on a sur ce diagramme les services qui nous prennent plus de 100 patients à l'année. Vous voyez que, comme dans beaucoup de services d'urgence, on a un service de médecine polyvalente qu'on nous on appelle UPUP, qui nous prend 1000 malades à l'année. Vous voyez que la psychiatrie représente un pool non négligeable et l'UHCD quasiment 1000 malades. Et ensuite se ventilent les services en vert de médecine. Vous voyez que la gériatrie, bien sûr, paye un lourd tribut derrière, mais vous voyez qu'ensuite, ça s'équilibre. Alors, vous voyez que les services de chirurgie également prennent beaucoup de patients parce qu'ils font également de l'hébergement, mais je vais vous en parler tout de suite après. Donc, en fait, on sait que 76 à 124 patients par mois sont gérés à la fois par notre service de médecine polyvalente, l'UHCD, et un certain nombre de services hors du FU qui sont les établissements du GHT. Pour les autres, ça représente entre 12 et 60 patients par mois en fonction des services. Après, on a toute une tranche de services qui prennent moins de 100 patients à partir des urgences, qui sont de 50 à 100 patients. Vous voyez que ça se répartit de façon homogène sur l'ensemble de la structure et ça représente en fait 2 à 7 patients par mois et par service. Donc, c'est assez homogène dans la prise en charge des patients et ça, c'est assuré par la cellule de gestion des lits. Les services de réanimation, vous voyez qu'on hospitalise quand même pas mal de patients en réanimation par an. Ce que vous voyez en rouge, c'est la réanimation qui est collée aux urgences. Donc, c'est assez naturellement qu'il y a plus de patients qui va sur cette réanimation. Et pour vous donner un petit peu l'agilité en fait du système, vous voyez qu'ici, on a un système, nous, d'hébergement avec un niveau de tension qui est assez permanent. Et vous voyez que là, sur l'année 2023, on a pu faire 653 hébergements. Alors, bien sûr, plus dans les périodes hivernales, hein, vous en rendez compte sur ce diagramme, qui nécessite en fait que ces patients soient placés en chirurgie sous la responsabilité des praticiens. C'est le plan hôpital en tension. Nous, on a une politique qui est claire, c'est qu'on ne met pas plus de 2 patients par spécialité dans les services d'hébergement. Donc les pneumologues, par exemple, vont avoir 2 patients dans les services de chirurgie à s'occuper, mais ils s'occupent que des patients de pneumologie, ils ne s'occupent pas de patients de gériatrie. Les gériatres, c'est pareil. Les endocrinologues aussi, etc. Ce qui nous fait un volant assez intéressant de patients en hébergement dans les lits de chirurgie. Vous voyez ici la répartition des services d'accueil sur les services de chirurgie. Vous voyez qu'en fait, la plupart des patients sont hébergés à 60% entre l'ORL, la CVMC qui est notre service de chirurgie polyvalente digestive et la CVT qui est un service de chirurgie thoracique. Les restes sont plus à la marge, donc c'est assez concentré sur des services. Les spécialistes viennent voir les patients aux urgences et faire leurs prescriptions. Dès qu'on peut, on les ramène dans leur service d'origine. Vous voyez que la DMS dans le service d'accueil, elle est de 1,74. Et ça, c'est également le travail
de la cellule d'Élie, et on a un monitoring puisqu'on guette les patients qui ont fait plus de 10 jours en service d'hébergement. On a eu 2 patients en 2023 qui ont fait plus de 10 jours dans les services de chirurgie. C'était 2 patients de gériatrie, et on a déploré 37 séjours où on avait de 3 à 7 jours d'hospitalisation. Donc, somme toute, un bilan assez positif puisqu'on libère bien les services de chirurgie pour pouvoir accueillir d'autres patients. Mais continuer à faire de l'hébergement, c'est vital pour nous. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je suis à votre disposition si vous aviez des questions. Merci, professeur Chouillette, pour votre intervention. Alors, vous ne l'avez évidemment pas attendu, mais je vais vous en faire la traduction. Il y a eu pas mal de murmures dans la salle pendant votre intervention, et notamment sur le fait qu'il y avait 17 managers de lits dans l'établissement, dont 6 aux urgences. Ça fait réagir. Je vous pose la question du modèle médico-économique, puisque c'est le terme à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, après quand même quelques années d'expérience en la matière, est-ce que ces personnes, j'allais dire, quelque part, valent leur poste? Alors clairement, ça a été évalué. Ça a été évalué puisque le plan de refondation du CHU on était sous surveillance de la Cour des comptes quand on a lancé cette cellule. On n'a pas commencé à 17, on a commencé à 9, entre 8 et 9 opérateurs de gestion des lits. On est monté à 17 avec le besoin et bien sûr la rentabilité, puisque on est passé à un taux de préadmission qui est maintenant de 87 à 88%. Pour les patients en flux programmé, et un taux de J0 qui a juste doublé par rapport à ce qui était initialement. Donc forcément, on a optimisé les lits, et sachant que dans ce même temps, même unité de temps, le CHU a perdu 400 lits. Voilà, pour le plan de refondation. Donc médico-économiquement, c'est viable derrière, et ça fonctionne puisque ça fonctionne à l'échelon du CHU sur les 7 sites départementaux, et on est même en train de développer au EPCP sur les GHT. Donc maintenant, on est en train de développer ça. Le premier, on a été soutenu par l'ARS pour ça, et on a touché 400 € pour pouvoir développer ça sur le GHT. Alors, quand on fait une présentation comme ça, c'est vrai qu'on présente d'abord les bons côtés, mais vous nous l'avez dit aussi, il y a 7 sites dans tout le département. Bon, c'est quand même, ça doit quand même être du sport à tout coordonner, non? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que ça marche si bien que les chiffres que vous nous présentez sur le plan humain? Est-ce que c'est si simple à gérer? Alors, c'est pas si simple à gérer. J'ai encore eu la cadre avant cette présentation ce matin, parce que ce matin, il y avait 17 patients à hospitaliser aux urgences encore. Donc, vous voyez que ce n'est pas la panacée pour tout, mais on a fait 192 passages avec 52 personnes déjà âgées de plus de 75 ans hier, avec un pourcentage d'hospitalisation qui était aux alentours de 21-22%. Donc, vous voyez que ça fait une masse colossale. Mais il y a une expertise qui est maintenant développée à la fois par les cadres de santé, qui sont hyper présentes, et un relais avec 3 autres cadres qui sont en permanence sur le front. Et vraiment, ce qu'on a ressenti depuis 2015, c'est vraiment un développement d'une véritable expertise de fonctionnement. Merci. Est-ce qu'on a une question pour le professeur Chouillette, d'ores et déjà? Oui, nos premiers rangs. Bonjour professeur, Alain Desbouchages du CHU de Toulouse. Je voudrais juste, et merci déjà parce qu'on a déjà échangé avec Madame Potier, et merci de votre disponibilité. Juste sur les hébergements, vous avez dit pas plus de 2 patients par unité ou par spécialité? J'ai pas très bien. Par spécialité. D'accord. Le pneumologue ne peut pas avoir plus de 2 hébergements en chirurgie. Le médecin de maladies infectieuses non plus. Le dermato non plus, etc., etc. Ok, merci. Est-ce que je peux garder? Alors, il faut savoir juste pour compléter que nos collègues sont hyper larges, c'est-à-dire, je vous prends la médecine interne,
derrière, ils prennent très facilement de la gériatrie. Ils sont tout à fait ouverts parce que de toute façon, ils savent très bien que ce qui nous manque des lits, c'est la gériatrie. Et il arrive régulièrement à nos collègues endocrinos, de médecine interne, de prendre plutôt des malades de gériatrie quand nos collègues de gériatrie ont déjà leurs 2 hébergements sur leur secteur. Ça, c'est quelque chose d'assez agile, en fait. Ok, merci. Rapidement, allez-y. Si Non, on mais a c'était des pour questions. Ah oui, non. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, au fond. Bonjour. Voilà, c'est très fort votre micro là. Hervé Moreau, je suis médecin coordonnateur de l'ORU. Moi j'ai une question, c'est pour évaluer cette fluidité des patients en fait dans vos interventions qui sont très intéressantes, passionnantes sur l'organisation. Pour voir l'efficacité, vous n'utilisez jamais la durée de passage aux urgences. J'ai regardé Castres, vous avez 5h41 en médiane là, quand même, avant une hospitalisation d'un patient qui arrive aux urgences. Est-ce que cette organisation, finalement, c'est quand même le but? Est-ce que ça améliore la fluidité des patients, notamment avec une diminution de la durée de passage aux urgences? Alors, je ne sais pas, elle est adressée à qui la question? Est-ce que c'est ma collègue de Castres? Allez-y, répondez. Ouais, juste. je passerai la d'accord. parole à votre collègue de Castres après. Il faut faire très attention à ce temps de séjour aux urgences puisqu'il est impacté par différents temps, en particulier les temps de transport, le temps de brancardage, etc. Je pense que c'est une vision biaisée de se contenter de cet indicateur-là. C'est un indicateur dont il faut tenir compte, mais qui est multifactoriel. En particulier, vous pouvez avoir du retard sur le brancardage, vous pouvez avoir du retard sur le transport, vous pouvez avoir du retard sur les examens complémentaires, etc. Et ça, ce n'est pas la cellule d'Élie qui gère. L'effet de la cellule d'Élie n'est pas là. Donc, ce qui est important, moi, à mon avis, vous voyez, c'est un indicateur que je regarde très volontiers. C'est ce que je vous ai dit, que je ne suis pas particulièrement satisfait ce matin, puisqu'on a 17 malades qui sont encore à hospitaliser ce matin. En général, on est plutôt en moyenne, on est à 4,7, nous, tous les matins, qui nous restent en moyenne à hospitaliser. Là, on est à 17, mais on a fait 192 passages, donc on est à plus 37% de l'activité normale, et surtout avec une proportion de personnes âgées qui est catastrophique, puisqu'on on a habituellement entre 30 et 32 personnes âgées de plus de 75 ans. Là, on était à 52. Voilà, donc une situation un petit peu difficile, mais attention aux indicateurs, il faut vraiment les analyser avec une granularité qui nous permet de conclure, en fait. Josiane. Oui, alors si je peux permettre de compléter cette réponse, et je suis tout à fait d'accord avec vous, professeur, c'est qu'en fait, nous, on ne regarde pas tellement la durée de temps de passage, parce qu'effectivement, on attend les scanners, on attend la visite des spécialistes, on attend Théo, puisque c'est notre unité de brancardage, nous n'avons pas de brancardier aux urgences. Mais nous, ce qu'on regarde, on étudie le temps entre ce qu'on appelle le temps de fin de prise en charge par le médecin, c'est-à-dire tout est calé, les examens sont faits, les conclusions sont faites, et au moment où en fait le patient quitte réellement le service. C'est ça qui nous permet de voir si effectivement notre organisation qu'on a mis en place et qui est totalement incomplète, et puisque nous on veut aller vraiment vers la cellule d'ordonnancement, c'est ce temps-là qui nous permettra de voir si oui on est efficace ou pas, mais pas la durée totale de passage. Merci. Il y avait une question donc, qui nous vient de Katia, qui est sur l'île de la Réunion, qui nous demande si à l'hôpital de Castres, des décisions d'hospitalisation et d'orientation sont prises par le médecin des urgences, mais la décision d'orientation finale dans un service receveur revient-il à 100% au bed manager, ou bien est-ce que cela se fait toujours avec l'accord du médecin du service receveur? Alors, ça se fait quand même toujours avec l'accord du médecin du service receveur. Je dirais que ça dépend des cas. Dans une période où il n'y a pas de tension, tout fonctionne bien. Donc l'urgentiste, il appelle le service où le patient doit aller, il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est un peu plus tendu, c'est là que le bed manager intervient et peut négocier fortement avec le praticien pour que le patient monte dans son service. L'accord du médecin du service pour accueillir un patient est toujours valable et continuera à être valable. C'est-à-dire que l'urgentiste se devra de demander au médecin du service
son accord pour prendre en charge le patient. Ça fait partie de la confraternalité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer un patient. Voilà. Ça, on continue à être là-dessus parce que je pense que c'est important et pour l'instant, ça fonctionne. Et si on impose, c'est un frein pour la mise en place des prochaines étapes. À partir du moment où on va imposer quelque chose aux gens, ça ne marchera pas. Professeur Chouillette, vous voulez intervenir? Oui, alors 100% d'accord, c'est pareil à Nancy. Nous, en fait, le médecin urgentiste contacte systématiquement le médecin concerné par la pathologie. Le médecin donne son accord. Dès que le médecin a donné son accord, ça n'est plus de son ressort. C'est-à-dire que le médecin urgentiste, en fait, contacte l'OPP des urgences, et c'est l'OPP des urgences qui gère, est-ce que je vais le mettre en pneumo, est-ce que je vais le mettre en hébergement? Et après, du coup, c'est nos infirmières qui préviennent l'infirmière de, je vais dire une bêtise, un malade qui a une pneumopathie qui va monter en hébergement, et bien l'infirmière va prévenir le service d'ORL en disant, écoute, tu vas avoir un patient à telle heure qui va arriver, et c'est plus le médecin, ça ne se joue plus au niveau médical ensuite. Alors, vous avez une question du docteur Boularan, Tahar Chouilled. Oui. Est-ce que pour les hébergements, justement, via d'autres services, vous utilisez un thésaurus? Est-ce que vous avez mis quelque chose en place, un protocole bien précis? Non, pas du tout. En fait, le seul élément qu'on met, c'est le chiffre. On ne doit pas dépasser 2 patients. Sinon, les patients d'hébergement, en fait, il y a des services, en fait. La pneumologie n'héberge qu'en ORL, par exemple. Vous voyez, pourquoi? Parce que vous avez bien compris qu'on était au CHU, on avait plusieurs sites. Et donc, du coup, pour limiter les déplacements des praticiens, on a mis les services de chirurgie les plus proches du service de médecine. La pneumo et l'ORL sont tout près, ce qui permet en fait de limiter les trajets. Voilà ce qu'on a fait comme règle. Et surtout, c'est évalué tous les en COBS, à la CATNOP, pardon, notre commission des soins non programmés, tous les 2 mois en fait. Et derrière, on présente les chiffres d'hébergement et les temps et les DMS que je vous ai mis, parce qu'on a besoin, mais vous avez raison madame de le dire, on a besoin du soutien des services des étages. Il n'y a plus d'opposition, parce que si on s'oppose, on ne les emmènera pas, nos collègues des étages, à héberger les patients. Il faut vraiment qu'on soit le plus transparent possible. Merci. Oui. J'ai 2 remarques pour revenir sur la durée de passage. En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que toute chose égale par ailleurs, avant, après. Les mêmes problèmes existaient avant, ils existent après. La durée pour les examens communautaires, le brancardage, etc. Bonjour. La seule chose qui change est la mise en place de la coordination et de la cellule d'ordonnancement. Donc à partir de là, s'il y a une modification du temps ou pas, c'est une évaluation de la cellule d'ordonnancement, puisque c'est la seule chose qui a changé. Deuxièmement, sur l'orientation des patients après accord du médecin. Dans la plupart des établissements, c'est comme ça. Mais c'est comme ça le jour. C'est-à-dire que la nuit, par contre, les urgentistes ont une compétence accrue. C'est-à-dire qu'ils ne demandent plus l'avis du spécialiste, ils peuvent mettre directement les patients. Donc là, c'est un anachronisme, et je me dis, quelle est la logique de cette façon de faire? Alors, je vous demande aussi de répondre rapidement, parce qu'on va marquer une pause dans moins de 5 minutes. Allez-y, Josiane. Alors, à Castres, ça ne marche pas tout à fait comme ça la nuit, c'est-à-dire que certaines spécialités demandent à être appelées avant une hospitalisation dans son service. Donc, je ne vais pas les citer, mais il y en a beaucoup qui demandent à être hospitalisés. Ensuite, effectivement, par exemple, les services de médecine polyvalente ou de gériatrie, ils ne sont pas appelés systématiquement. Si jamais il y a un hébergement, c'est ce que j'expliquais là tout à l'heure, hein, c'est qu'on a mis en place une fiche d'hébergement ou une fiche d'orientation par défaut. La fiche d'hébergement, c'est vraiment le patient de médecine qui va sur un autre pôle, sur le pôle chirurgie. La fiche d'orientation par défaut, c'est un patient qui reste au sein du service de médecine, mais qui n'est pas forcément dans le bon service. Et ces fiches donc, sont visibles de tout le monde, et notamment du bed manager, qui le matin vient les récupérer, s'occupe en priorité de ces hébergements pour être sûr que tous les médecins ont bien été informés qu'ils avaient un hébergement dans tel endroit. Merci. Benoît Ricola-Rose pour l'ARS. C'était dans la suite de ce que vous dites, Josiane, pour le professeur Chouilled. Comment ça se passe à Nancy, du coup? Le besoin d'hospitalisation, les urgences valident l'indication d'hospitalisation avec les médecins spécialités
et après la cellule OPP place le patient là où elle peut, ou est-ce que le médecin des urgences valide avec le médecin de spécialité le fait qu'on va l'hospitaliser dans ce service et après il donne la main à l'OPP, et dans ce cas-là, si c'est ça, à quoi sert l'OPP? Parce que si tout le boulot est fait par l'urgentiste. Non, pas du tout. En fait, l'urgentiste ne fait. En fait, l'accord, la discussion téléphonique, c'est je le prends. Voilà. Ça se termine par je le prends. Et ensuite, en fait, nous, on bascule complètement. C'est l'OPP qui gère tout et qui nous dit là, je l'ai mis en pneumo chambre 212 ou là, je l'ai mis en hébergement chambre. Et l'infirmière, en fait, prévient. Donc, il n'y a pas de. L'urgentiste ne fait plus rien après, en fait. Merci. À partir du moment où on a l'accord. On a une dernière question au fond. Allez-y. Bonjour, donc moi je suis Virginie Lopez, coordinatrice territoriale à l'ORU et ancienne cadre de santé au CH de Carcassonne pour ne pas le citer. Moi j'ai une question, plutôt une piste de réflexion, c'est-à-dire que là sur les organisations que vous avez trouvées dans vos établissements, c'est comment fluidifier le parcours du patient entre les urgences et les services. Pour pouvoir fluidifier ce parcours, encore faut-il qu'il y ait de la place dans le service. Donc là, en fait, quid de l'organisation globale de l'établissement dans le service pour justement fluidifier le parcours des patients des services vers l'extérieur et donc les faire sortir plus facilement, etc. etc. Donc, dans le prisme en fait, de la cellule d'ordonnancement, est-ce que cette dynamique-là a été prise en compte ou est-ce que vous vous êtes juste, enfin pas juste, mais parce que c'est réducteur, mais est-ce que vous vous êtes focalisé en fait sur la dynamique urgence-service? Et je peux vous répondre, madame, parce que c'est une question qui est tout à fait pertinente, puisque Merci. nous, derrière, on a associé cette cellule d'ordonnancement, vous avez raison, avec ce qu'on appelle les cellules de régulation ville-hôpital. C'est-à-dire qu'on se réunit le lundi, le mercredi et le vendredi, avec à la fois toutes les assistantes sociales, les services du DAC, pour essayer en fait de détecter, nos assistantes sociales détectent les patients, ce qu'on appelle, mais je sais que vous n'aimez pas ce terme-là, de bed blocker, pour essayer en fait de fluidifier. Et donc en fait on se réunit, donc c'est 3 fois par semaine pour accélérer l'aval. Et on sait maintenant en fait qu'on a un seuil puisqu'on l'a évalué, puisque derrière on sait que si on ne sort pas 45 malades par semaine du CHU, en fait, on est bloqué aux urgences. Et là, à l'heure actuelle, ces cellules d'ordonnance, depuis avant de mettre en place à la fois l'OPP et les cellules ville-hôpital, on sortait à peine 40 malades par semaine. Depuis qu'on s'en occupe, on sort environ entre 60 et 75 patients par semaine. À partir du moment où on a mis en relation à cause de cette cellule qui gère l'aval des urgences, en fait, quasiment, il y a l'HAD qui vient également, il y a le DAC qui est présent, les assistantes sociales, il y a toujours un directeur du CHU. Pourquoi? Parce que, ou un représentant. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions quelquefois à prendre un peu délicates et on a besoin de la décision du directeur du CHU. Et il y a notre service de médecine polyvalente et un représentant des urgences qui sont au sein de ces cellules. C'est très chronophage, mais c'est le prix à payer pour que la synergie avec les cellules OPP marche en fait. Merci pour cette intervention. Moi j'ai une dernière question à vous poser à tous les trois qui est avec nous. Alors, Françoise Kugelière nous a fait, Fabienne Kugelière nous a fait tout à l'heure son intervention qui était enregistrée. Elle a eu des mots qui étaient assez forts et qui ne sont pas vraiment en ligne avec les vôtres, où vous avez plutôt un discours qui est positif. Moi j'ai entendu dans son intervention « Je suis indemne », prise de tête et travail assuré. Et ça aussi, c'est une réalité dans certains établissements. Si vous deviez donner un conseil, alors elle n'est pas là, Fabienne, ou sa direction n'est pas présente, mais aussi aux personnes ici présentes pour éviter ces situations où le bed manager se retrouve dans une situation où finalement il a l'air de travailler seul contre tous. Je vais peut-être un petit peu loin, mais c'est un peu ce que j'ai entendu moi dans son intervention. Quelle méthodologie vous adopteriez? Les deux remarques que nous on a adoptées, c'est de prendre son bâton de pèlerin et d'aller voir en amont les différents chefs de service, chefs de pôle, cadres. C'est ce qu'on a fait il nous a fallu 2-3 ans pour aller
présenter le système, l'accompagner, expliquer et surtout s'engager à l'évaluer et à présenter des chiffres. Et ensuite, ça a été présenté en CME avec un débat qui était tendu, vous en doutez, hein, derrière. Mais c'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi, d'aller convaincre tout le monde pour plus qu'il y ait ces tensions au moment de traiter le problème. Parce que c'est sûr que c'est tendu si on n'a pas eu l'adhésion de tout le monde avant, ça reste compliqué. Voilà. Merci. Allez-y. Alors, moi, je rejoins tout à fait Monsieur Tard, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Chouyed. Pas de souci, vous inquiétez pas. Nous, ça a été vraiment un travail de fond. Je ne sais pas si vous vous souvenez les dates que j'ai marquées. Hein, depuis 2014, hein, à l'hôpital de Castres, nous avons cette idée d'arriver à une cellule de gestion des lits qui s'appelle maintenant les cellules d'ordonnancement. Donc c'est un travail de fourmi, c'est un travail de tous les jours. Oui, on a pris des coups. Oui, on a beaucoup communiqué. Moi-même, j'ai fait le tour des services avec les bed managers pour expliquer vers où on voulait aller. À chaque CACNP, et les CACNP à Castres se réunissent 3 fois par an, il y avait un chapitre sur la cellule d'ordonnancement et sur le bed manager, avec également des chiffres pour expliquer que voilà comment on était avant. Alors c'est vrai, et je rejoins Hervé Moreau, c'est que vraiment on n'est pas au top encore à Castres, hein, parce qu'il nous manque le logiciel, mais on avance petit à petit et on sait vers où on veut aller. Et j'espère que quand on aura vraiment tout le dispositif, on pourra baisser cette durée de temps de séjour aux urgences. Et c'est vraiment un travail de fourmi. Et oui, les bed managers en prennent plein la tête, excusez-moi Oui, aussi, quand on est porteur de ce projet, on se fait accuser de « ouais, qu'est-ce que tu veux regarder dans mon service, c'est bon, occupe-toi de tes urgences ». Tout ça, je l'ai entendu, mais le travail de communication et d'une communication positive, c'est-à-dire montrer vraiment les avantages que ça a d'avoir une vraie gestion des lits, surtout pour le patient et pour les soignants, médecins et paramèdes, c'est ça qu'il faut porter comme message. Mais ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il ne faut pas croire. Nous, ça nous a pris des années. Cantonéral, pour conclure. Voilà, pour finir, je vais rebondir un peu sur ce que disait notre consoeur de Carcassonne, puisque je pense qu'elle a son regard de bed manager qui a occupé le poste, et moi c'est pareil, effectivement il y a des moments où c'est compliqué. Je pense que toutes les personnes qui l'occupent, ce poste, l'ont vécu. Dans des moments de tension, on est un peu au centre et on prend les coups de partout. Mais après, voilà, c'est des mauvais moments à passer. Et puis en expliquant et en faisant preuve de pédagogie, après on a quand même des victoires. Et quand on se retourne, à Castres, maintenant ça fait 10 ans, il y a quand même eu une belle avancée. Donc il ne faut pas désespérer parce que ça marche, les chiffres sont là. Et donc il faut continuer dans ce sens-là vers la cellule d'ordonnancement. Et on sait que ça a marché lorsque les médecins, et c'est le cas pour nous à Castres, des autres services s'emparent de ce projet, c'est ce qui est en train de se passer chez nous, et s'investissent à fond dans les groupes de travail dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, on se dit, c'est bon, on n'a pas fait ça pour rien. On n'a pas fait ça pour rien. Merci à tous les trois. Merci, professeur Chouyed. Merci. Excusez-moi encore de ne pas pouvoir être avec vous, mais voilà, c'était un plaisir. Merci, docteur Boularan, et merci, Quentin Néral. Alors, on a pris quelques minutes, mais c'est pas sur la pause, mais on va rattraper ce temps-là. Je vous propose qu'on se retrouve à 11h-5 dans la salle pour pouvoir démarrer nos échanges à 11h. Merci aux personnes qui nous suivent en distanciel également. Voilà, on se retrouve donc à 11h pile pour la reprise de nos échanges.